Et nous continuons notre matinée dédiée à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ici à l'hippodrome de Longchamp, avec cette petite brise fraîche. Et on continue avec un thème passionnant qui est la relance, je vais y arriver, économique des territoires. Et j'ai le plaisir de discuter et d'accueillir Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président de la Commission des finances. Bonjour. Bonjour. Ça va, j'ai bien tout dit. Professeur à HEC, je crois aussi. C'est ça, vous avez tout dit. J'ai tout dit. Voilà. Et en charge d'une mission cette année, en début d'année, de 6 mois environ, je crois, pour le gouvernement. Parlez-nous de cette mission. Je vous laisse nous la faire découvrir. Oui, c'est tout à fait ça. Le Premier ministre m'a confié en janvier dernier la mission d'aller dans tous les territoires de France, essayer de voir l'impact qu'a pu avoir la crise et de faire remonter au gouvernement un certain nombre de solutions, un certain nombre de propositions pour éviter que des territoires ne décrochent durablement. Et donc nous sommes rendus dans les 13 régions, dans une quinzaine de départements, une cinquantaine de communes, à la rencontre des entreprises, des chefs d'entreprise, des élus locaux, des services de l'État, pour essayer d'identifier d'abord l'impact de la crise et puis ensuite de voir quelles pouvaient être les solutions pour éviter un décrochage durable pour des territoires qui pourraient cumuler des difficultés préexistantes à la crise et des difficultés nouvelles provoquées par ce que nous connaissons depuis 1 an et demi. Alors qu'est-ce que vous avez constaté justement en ayant sillonné ces territoires? Quelles ont déjà été les premières conclusions? Le constat, c'est que la crise a une dimension territoriale très forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de différences entre les territoires, que ces différences ne recouvrent pas les fractures territoriales antérieures. La crise a frappé de manière équivalente des territoires qui étaient prospères avant la crise et des territoires qui étaient plutôt pauvres. À titre d'exemple, les 2 bassins d'emploi les plus touchés par la crise, oui, c'est Roissy. On imagine pourquoi, la proximité de l'aéroport et donc l'impact local du tourisme international, exactement. Et puis l'autre bassin d'emploi le plus touché, c'est la Tarentaise, c'est-à-dire la montagne, et Val d'Isère, etc. Oui. Donc pareil, les stations de ski. Les stations de ski. La Tarentaise, c'est l'un des bassins d'emploi les plus prospères avant la crise. Roissy, c'est l'un des bassins d'emploi où les taux de chômage et de pauvreté étaient les plus importants avant. Donc autrement dit, la cartographie de la crise ne recouvre pas la cartographie des gilets jaunes ou des difficultés préexistantes. D'accord. S'il y a un élément distinctif de cette crise, c'est qu'elle touche plus brutalement les grandes métropoles. Vous savez que le pays a été traversé par une vague de métropolisation avec une concentration de l'activité économique, des populations autour de grands pôles, des grandes villes de France. Et ce que l'on constate, c'est que la baisse d'activité, la baisse de la masse salariale a été beaucoup plus prononcée dans les très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, etc. Du fait des déplacements, c'est ça ? D'abord, du fait, tout simplement, alors là, c'est on regarde la masse salariale des entreprises dans ces centres métropolitains et on s'aperçoit qu'elle a plus baissé que partout ailleurs, que pour tous les autres types de territoires, pour les territoires ruraux, pour les villes moyennes. C'est bien le centre des grandes agglomérations qui a été le plus percuté. Et vous avez raison, ça s'est accompagné de ce qu'on a observé grâce aux informations que nous ont données les notaires. Oui, les notaires. Un nouvel exode urbain, c'est-à-dire la fuite de ce cœur des grandes métropoles par leurs habitants, mais qui a une forme particulière. Parce qu'il est vrai que depuis quelques années, on voyait un dynamisme plus fort dans les couronnes des grandes agglomérations que dans leur centre. Et cette fois-ci, on va s'établir un peu plus loin. On va s'établir dans les départements proches des grandes métropoles, mais plus ruraux et moins denses. Je vous donne l'exemple de Paris. Entre 2019 et 2020, le départ, ou en tout cas l'acquisition par des Parisiens de maisons a augmenté de 30% et c'est concentré dans des départements de la région centre, de la région Normandie comme l'Eure, plus 150%, l'Eure-et-Loire, plus 70%, ou le Loiret, plus 100%. Donc on voit un vrai afflux de population vers ces départements-là. Et on voit la même chose se produire à Lyon, en direction de la Loire, de l'Ain et de l'Isère, à Toulouse, en direction de l'Aude et du Gers, à Nantes, en direction de la Mayenne, la Vendée.
de la Vendée et du Maine-et-Loire, et puis à Marseille en direction du Var et du Vaucluse. Et donc on a bien une réorganisation territoriale qui se joue avec des opportunités, mais aussi des menaces, des risques nouveaux pour les territoires concernés. Oui, c'est ça, il y a des risques nouveaux, mais tout ça est lié aussi à la réorganisation des entreprises, au télétravail qui a dû se réinventer pendant la crise Covid, c'est ça, c'était lié ? Absolument, je pense que c'est la combinaison de la transformation des habitudes des entreprises avec l'acquisition à marche forcée au début du télétravail puis son installation dans les habitudes. Et puis en parallèle, une aspiration aussi des Français à retrouver un peu plus de nature, un peu plus d'espace, un peu plus d'air pur en réalité. Et donc les questions qui vont se poser pour les départements d'accueil, c'est évidemment dans des départements, et j'ai pu le constater en m'y rendant, comme l'Ariège à proximité de Toulouse, qui est un département en déprise démographique, et bien une opportunité avec l'agence de développement économique du département qui propose aux salariés de la métropole toulousaine un pack télétravail avec une aide pour l'emploi du conjoint, avec un accompagnement pour trouver une garde d'enfants, pour trouver un logement. Ça peut être un vrai atout d'attractivité pour un territoire. Hein, bien sûr, ça, hein. Et notamment pour des territoires comme l'Ariège. Ils sont un petit peu dépeuplés, quoi. Exactement. Que l'Ariège, c'est la ville de Foix, la ville de Pamiers, qui sont dévitalisées, qui perdent des habitants et qui, à la faveur de ce mouvement, pourraient se revitaliser. Et d'ailleurs, le plan de relance est en accompagnement de cette démarche-là, puisqu'à Pamiers, oui. Plus d'1 million d'euros vont venir accompagner le projet de reprise du centre-ville qui est totalement abandonné de cette ville de 20 000 habitants. Justement, quel autre territoire aurait besoin d'aide de l'État plus que d'autres ? On a parlé de Roissy, de la Tarentaise. Est-ce qu'il y a des territoires qui ont besoin plus d'aide en France que d'autres ? Oui, et d'ailleurs, c'est en partie ce que le gouvernement a fait quand il a mis sur pied un plan montagne pour adresser directement les difficultés rencontrées par l'économie, et pas seulement l'économie de la montagne, parce que les télécabines et les télésièges qui étaient à l'arrêt, évidemment qu'il fallait les aider, mais tout ça avait des répercussions sur l'activité agricole, sur l'activité industrielle de ce bassin qu'il fallait aider plus qu'ailleurs, parce qu'elle était plus impactée qu'ailleurs. Autrement dit, une entreprise donnée, qui n'est pas directement, une entreprise de remontée mécanique, aura beaucoup plus de difficultés et continuera sans doute d'en avoir pour quelque temps si elle est à la montagne que si elle est dans un autre département. Et donc il faut aider plus particulièrement le territoire de montagne. Ça a été fait pour le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est Roissy, avec un plan Val d'Oise qui a été annoncé par le Premier ministre au printemps. D'accord. Et puis on annonce dans quelques jours un plan pour Marseille. Alors évidemment, maintenant, en réponse aux problèmes de sécurité, mais qui va venir là aussi essayer d'apporter un certain nombre de réponses économiques aux problèmes rencontrés par la métropole de Marseille avant la crise, mais aussi qui se sont accélérés depuis le début de cette crise. Alors Jean-Noël Barrot, ce que vous avez observé en sillonnant les routes de France, c'est notamment ces solutions apportées par les collaboration entre les acteurs publics et privés. Je crois que vous avez vu des exemples assez frappants de ces nouvelles formes de collaboration entre acteurs publics, privés et puis institutionnels et autres. Absolument. Et ce que nous écrivons dans le rapport, ce que nous avons dit au gouvernement, c'est que les solutions viendront des territoires. Et on a vu se développer pendant la crise des coopérations nouvelles, une sorte de capital relationnel, de capital territorial entre les chefs d'entreprise, les services de l'État, les élus locaux qui se connaissaient mais n'interagissaient pas forcément très régulièrement et qui, pour répondre à la crise et pour défendre les entreprises, ont appris à se connaître et ont établi des routines, des habitudes de travail très denses. Et ça, on le voit également entre les entreprises. Un petit exemple, justement. Oui, un petit exemple. Un petit exemple. Ce qui est un des exemples qui nous a le plus frappé, c'est ce qui s'est passé dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, vous avez un territoire qui est très fragilisé avant la crise et qui se retrouve impacté par la crise du fait de la présence, à Marmande notamment, de sous-traitants de rang 1 et 2 de l'aéronautique. C'est Lizy Creuset, CSA Creuset, de très belles entreprises familiales, évidemment à l'arrêt depuis le début de la crise. Ouais.
Mais à Marmande, vous avez aussi la tomate de Marmande et vous avez Lucien Georgelin, le numéro 2 de la confiture française. PME plus engagé. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne, s'est mis en place une plateforme qui s'appelle Sharing de prêt de main-d'œuvre, c'est-à-dire de mise à disposition par des entreprises dont l'activité est ralentie. C'est du mécénat de compétences. C'est pas du mécénat de compétences, c'est du prêt de main-d'œuvre, tout simplement. Et donc, des techniciens ingénieurs de l'aéronautique ont été mis à disposition de Lucien Georgelin pour optimiser les circuits de production. C'est un des exemples de ces coopérations nouvelles qui sont nées, que le gouvernement a facilité, que notre rapport propose d'élargir et de renforcer. D'accord. Donc vous avez également pu, je dirais qu'en préparant cette émission, on a parlé du rapport Blanchard-Tirole sur cette capacité à essayer de comprendre la perception des gens finalement sur les réseaux sociaux notamment, pour essayer de capter des tendances de fond. Vous vous en êtes servi, vous vous en servez? Oui, alors c'est tout à fait vrai. On s'aperçoit de plus en plus qu'une bonne politique publique peut échouer si elle n'est pas comprise et si elle n'est pas acceptée par les citoyens. L'exemple peut-être le plus flagrant, c'est la taxe carbone ou les 80 km/h qui ont été massivement rejetés après avoir été mis en œuvre et ont donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Et donc nous avons voulu montrer avec ce rapport et cette initiative qu'on pouvait construire un baromètre territorial de perception des politiques publiques et de la situation économique. Et nous avons essayé de le faire en allant chercher sur les réseaux sociaux l'humeur des Français. Pour ça, nous avons été analysés plus de 20 millions de messages Twitter entre 2019 et 2021 pour montrer qu'effectivement la crise économique, au-delà de la crise sanitaire, a été particulièrement ressentie par les Français. Nous montrons dans le rapport que la positivité des messages Twitter, mesurés par les emojis utilisés ou la positivité des mots utilisés, décline fortement dans les bassins d'emploi où la crise a eu l'impact le plus fort. Et nous disons dans le rapport qu'il faut s'appuyer sur le ressenti des Français pour orienter l'action publique et apporter des solutions là où elles sont les plus attendues. De la même manière, il faut aussi parler, et c'est un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, des réussites de France Relance, ou de ce qu'a permis le plan de relance dans les territoires. Alors allons-y, allons dans les réussites. Je vous donne quelques exemples qui m'ont particulièrement marqué, parce que ce plan de relance, c'est évidemment un plan de soutien à une économie durement touchée, mais c'est aussi une accélération des transformations. Je me suis rendu dans le Pas-de-Calais, à Béthune, quelques semaines après la fermeture définitive de Bridgestone, un plan social, plus de 800 emplois supprimés. Ce que j'ai vu là-bas, c'est d'abord l'extrême coopération de tous les acteurs qui se sont mobilisés avec le soutien de l'État pour trouver du reclassement aux ex-Bridgestone, et ce qui a d'ailleurs permis, puisqu'on a identifié des opportunités d'embauche, mais on a aussi identifié des opportunités d'investissement, de soutenir via France Relance un certain nombre d'entreprises du secteur de Béthune. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ma visite chez Groupe Atlantique. Groupe Atlantique, c'est une ETI française, familiale, spécialiste de la pompe à chaleur et des chauffages, du chauffage en général. L'activité de Groupe Atlantique a évidemment été soutenue ces dernières années par les dispositifs mis en œuvre par le gouvernement, comme la pompe à chaleur à 1 €. Mais depuis le début de la crise, c'est MaPrimeRénov', ce dispositif qui permet à chacun, aux ménages français, de s'équiper, d'améliorer l'efficacité énergétique de leur logement, qui a évidemment soutenu l'activité de Groupe Atlantique, qui lui a permis ainsi de continuer à commercialiser ses pompes à chaleur et ses chaudières écologiques. Excellent exemple. Cette activité-là, le soutien par le plan de relance de cette activité a permis à Groupe Atlantique d'ouvrir 50 postes à des ex-salariés de Bridgestone. Donc vous voyez comment le plan de relance, à travers une mesure purement écologique d'accompagnement à la transition, va aussi permettre de créer des emplois et en tout cas de sauver des salariés dont l'usine a fermé il y a quelques semaines auparavant et qui vont pouvoir se reclasser dans une industrie d'avenir. Un petit mot de la fin, Jean-Noël Barrot. Le petit mot de la fin, c'est qu'il faut libérer les énergies dans les territoires qui sont les plus impactés, qu'il faut poursuivre la démarche engagée par l'État, par le gouvernement et souhaitée par le président de la République depuis quelques années, d'inverser la logique
de la relation entre l'État et les territoires. Jusqu'à présent, on était dans une logique totalement descendante, avec des logiques de zonage économique et de guichet. Depuis quelques années, on a entrepris une logique plus ascendante, avec des labels que l'État donne quand les territoires se mobilisent et se donnent un projet commun. Eh bien, cette logique ascendante, c'est ce que nous disons dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre fin juin, il faut la promouvoir, il faut l'amplifier, il faut la poursuivre. Merci infiniment, Jean-Noël Barrot, député des Yvelines et vice-président de la Commission des finances.